Amis de la Résistance, bonsoir. Chers invités, bonsoir. Alors, je vais donner le plan de cette émission, puis après, on n'en tiendra absolument aucun compte, comme d'habitude. Ah, mais c'est M. Borteret qui veut un plan. Il veut un plan. On sent qu'il est architecte, quand même. Alors, d'abord, normalement, au téléphone, j'ai Roger Olindre. Je sais d'ailleurs pas pourquoi il utilise le téléphone, parce qu'avec sa voix, il devrait pouvoir se faire entendre en direct, mais il est au téléphone. Ensuite, nous parlerons un peu d'actualité. Ensuite, nous continuerons à parler d'actualité avec Éric Lebec, à travers, en évoquant une question qui est tout à fait d'actualité, qui est la question des rave parties, des rave parties, c'est-à-dire ça s'appelle rave, je pense, parce que ça se passe dans les champs de navets. C'est la seule explication. Ça se passe plutôt dans des lieux désolés. Oui, c'est d'ailleurs désolant. Ça se passe plutôt dans des endroits isolés et loin de tout, et on va se rendre compte que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais hélas, pas loin de tout. Enfin, c'est pas l'opinion des voisins. Des malheureux voisins qui ont entendu. Mais on en parlera un peu plus avant. Avec Vincent Borteret, qui est entre autres spécialiste des jardins de Versailles. On parlera du parc de Versailles, et c'est un prétexte pour l'entendre dire des belles choses sur les jardins de Versailles. Je lui ai demandé de venir nous dire un petit peu comment le parc avait résisté ou ressuscité après la tempête d'il y a 18 mois. Pardon, vous pouvez parler fort? Je crois que nous devions parler des symboles. Oui, mais bien sûr, on va parler des symboles. Mais quel plus fort symbole que le symbole de cette tempête, qui est vraiment la tempête la plus fortement symbolique que la France ait connue depuis longtemps. Et puis ensuite, je recevrai M. Charousset pour parler, comme on le fait à peu près 2 ou 3 fois par an, du camp Aventure et Tradition. Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Franck fait des grimaces parce que Éric Lebec touche le micro. Il ne faut pas toucher le micro, Éric Lebec. Il faut causer dedans, ça suffit largement. Mais il faut d'abord le placer bien devant. Il faut le placer devant son bec. Le fait est. Je vais essayer de me plier à ce plan. Voilà. Donc l'actualité nous amène à évoquer un sujet comique. C'est l'histoire du raffut médiatique autour de l'appartenance de Lionel Jospin à l'Organisation communiste internationale de M. Lambert Boussel dit Lambert, qui est la secte la plus sectaire du groupuscule le plus groupusculaire de l'extrême gauche, la plus extrêmement gauchiste. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que cette affaire qui a éclaté depuis quelques jours, et qui fait quand même pour la 2e fois la une du Monde, c'est dire son importance considérable. Cette affaire est vieille comme mes robes. Sauf erreur de ma part, et je ne commets d'ailleurs en la matière aucune erreur, puisque je me suis référé à un ouvrage qui fait autorité, qui est l'encyclopédie politique d'Emmanuel Ratier. La première évocation de cette affaire remonte au début des années 80. Il y avait eu des papiers dans l'Humanité, également dans Le Figaro, déjà dans Le Monde, et dans l'Événement du jeudi et dans Khloub. Vous vous souvenez du journal Khloub qui a disparu? C'est peut-être ma prononciation qui est défectueuse alors. Khloub, qu'est-ce que c'est? Khloub. C'est une presse polonaise? Avec un L barré? Oui, c'est peut-être un petit peu polonais sur les bords. Et donc, ils avaient évoqué l'appartenance de Jospin, Lionel, alias camarade Michel, à cet organisme ultra-groupusculaire, qui est une secte qu'on n'est plus ni moins. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si on peut sortir d'une secte pareille. Eh ben voilà, c'est ça. Alors à l'époque, ça avait traînaillé un petit peu, mais on avait fait des papiers dans minutes, mais on s'était pas allé très très loin, ça n'avait pas bougé. Et là, d'un seul coup, ça ressort. Alors tout le monde s'interroge sur les raisons pour lesquelles cette affaire ressort, pour les raisons pour lesquelles le monde en parle d'un seul coup, pourquoi. Et alors la plupart des gens disent, mais c'est très simple, c'est un coup soit des communistes pour faire du chantage à Jospin. Alors ça, c'est méconnaître le bon usage du chantage. Le chantage, ça consiste à ne pas dire les choses, parce que le chantage, c'est un pistolet à un coup. Une fois que c'est parti, vous pouvez toujours essayer de récupérer, c'est fichu. Donc ça tient pas debout.
L'autre explication, c'est que c'est l'entourage de Chirac, c'est ce que dit le Canard enchaîné, qui monte un coup contre Jospin. Dans ce cas-là, c'est foutu aussi, parce que monter un coup qui foire, il n'y a pas d'autre mot, 1 an avant l'ouverture de la chasse, c'est pas une bonne opération. Et puis de la part d'un signataire de l'appel de Stockholm, c'est intéressant. Oui. Ça encore, très franchement, je me demande moi si à l'époque j'aurais pas été capable de le signer par surprise, l'appel de Stockholm. Parce que quand vous avez un brave type qui se présente en disant vous êtes pour la paix, vous dites bien sûr. Vous vous souvenez, c'est quand il y avait ces gosses qui se baladaient, enfin j'en étais d'ailleurs. J'étais un gosse à l'époque, je veux dire, j'étais pas avec eux, mais en disant est-ce que vous avez quelque chose contre les nègres? Alors on vous disait forcément non. Ah bah tenez, signez ça puis donnez-nous 100 francs pour financer je ne sais quelle opération. Et on se faisait avoir comme ça. Donc là, vous êtes pour la paix? Oui, bien sûr, je suis pour la paix. Bon bah alors signez. On signe et on se retrouve fiché 50 ans plus tard. Bon, alors je m'interromps une seconde parce que je crois qu'on a Roger Olindre. Allô? Allô, oui. Roger Olindre, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Alors, c'est oh là, tu as attrapé froid? Non, je suis un peu fatigué parce que c'est un sacré boulot de mettre tout ça en place. Ah voilà, alors qu'est-ce que tu mets en place? La grande fête annuelle Oui, c'est la 15e. La 15e? Oui. Quel est le programme cette fois-ci? Eh ben, c'est un peu traditionnel, c'est à peu près le même programme. Il y a que le programme du spectacle qui change. Autrement, il y a la messe à 10h30 par l'aumônier du CNC, avec tous nos drapeaux et tout ça, une messe militaire, quoi. À 12h, il y a la cérémonie des couleurs. Ensuite, les gens peuvent se répandre dans les stands. Enfin, il y a les repas, il y a des restaurants, il y a casse-croûte, foie gras, il y a beaucoup de choses à manger. Il y a un grand stand Militaria, il y a un stand de livres, il y a une brocante. Et puis, il y a pas mal de choses. Il y a le parc aussi. Il y a les sonneurs de Sologne, il y a la meute, puisqu'on est en Sologne, il faut faire respecter tout cela. Il y a le chœur Montjoie-Saint-Denis qui va parcourir la fête en chantant pour les gens. Ça, c'est peut-être pas le meilleur moment de la journée, mais enfin, il faut en passer par là, on le sait. Pardon? Je dis, c'est peut-être pas le meilleur moment de la journée, mais il faut en passer par là. Oui. Non, mais c'est une vieille tradition, chaque fois qu'on parle parce que je vois Vincent Bertheret qui est un peu surpris par mon agressivité. C'est pas de l'agressivité, c'est une vieille tradition. Chaque fois que je parle du chœur Montjoie, je lance une pique pour le laisser entendre qu'ils savent pas chanter, ce qui est totalement faux parce qu'ils chantent remarquablement. Oui. Mais ça m'amuse de les taquiner, voilà. Non, mais ils chantent bien. Bien sûr. Ils sont quand même assez nombreux maintenant. Puis enfin, ils répètent. C'est assez typique. C'est la tradition. Ils ont des costumes magnifiques. Ça fait partie de la tradition. Et alors, cette année, au point de vue spectacle, on a une troupe enfantine. Maxence et ses danseuses sont des gosses qui chantent et qui dansent très bien. Il y a aussi une attraction qui sort un peu de l'ordinaire. Il y a Cécile Lamonica, la chanteuse du célèbre cabaret Le Don Camillo, qui va nous interpréter quelques chansons et qui, je pense, terminera par la vieille chanson « Je ne regrette rien ». Et à 16h30, il y a mon intervention qui sera plus spécialement axée sur l'Algérie et toutes les saloperies qui sont racontées sur l'Algérie. Et à 17h, c'est Le Pen qui termine. Enfin, chaque année, en général, il y a pas mal de monde. Et on espère quand même, auprès le bon Dieu, qu'on va avoir le beau temps, parce que le temps est quand même un peu instable. Parce que ça se passe quand? Alors, c'est dimanche 10 juin, dans notre château, à Neuvy-sur-Barangeon, dans l'ancien séminaire Saint-Louis, de 8h30 à 20h. L'entrée est à 50 francs pour les adultes, 30 francs jusqu'à 8 ans pour les enfants, c'est gratuit. De 8 à 12 ans, c'est 30 francs et le parking est gratuit. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour prendre les visiteurs qui viendraient par le train? En général, on a un accord avec... on a des cars qui partent de Paris. Il suffit de téléphoner au Cercle National des Combattants 38 rue des Entrepreneurs. Et puis, tu as le téléphone en tête? Pardon? Tu as le numéro de téléphone du Cercle en mémoire? De téléphone, alors c'est le 01 40 59 07 66. Donc ça, c'est pour savoir d'où partent les cars, à quelle heure ils partent, et ils vont à ce moment-là directement au château. Voilà. Mais si on arrive à la gare de Vierzon, c'est Vierzon, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui. Si on arrive à la gare de Vierzon par le train, est-ce plusieurs personnes peuvent prendre un taxi. Les taxis connaissent très très bien le château et c'est pas les prix parisiens. Je crois que c'est 100 balles, quelque chose comme ça, quoi. D'accord.
Donc le 10 juin, à partir de 8h30 jusqu'au soir. Oui, de 8h30 à 20h. À 20h, avec toutes les festivités habituelles. Je crois qu'on peut le dire, de notre proposition. Le parc est magnifique, le château est splendide, et le parc, c'est vraiment, surtout en cette saison, ça doit être un... Oui, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un peu d'animaux, des cerfs, des... Oui, mais il y a toujours, puis il y a notre troupeau, on a nos vaches, on a nos moutons, on a nos chevaux, on a tout, quoi. Nos poules, nos canards, nos lapins, nos cochons. Voilà. Des cochons? Mais qu'est-ce que vous faites des cochons? Vous les mangez pas, j'espère? C'est la vieille France. Ouais. Ok, Roger, écoute, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. J'invite tous les amis à venir se joindre à nous pour passer véritablement une grande fête champêtre et familiale. Très bien. À bientôt. À bientôt, Roger. Merci d'avoir appelé. Voilà. Donc, c'est la 15e, tout ça ne nous rajeunit guère, la 15e fête annuelle du CNC, le Cercle National des Combattants, qui se tient au château de Neuvy-sur-Barangeon. Alors, pour y aller, donc, 2 solutions. Ça se passe le 10 juin à partir de 8h30 du matin. Mais si vous arrivez à 10h, vous ne serez pas battu, hein. C'est pas l'heure militaire, en dépit de ce qu'on pourrait penser. Donc, vous pouvez y aller soit par autocar, soit en automobile à pétrole par vos propres moyens, soit par autocar en téléphonant pour avoir les horaires et toutes les informations au 01 40 59 07 66, soit par le train en arrivant à Vierzon, et à Vierzon, vous prenez un rongeur, ce qu'on appelle un rongeur. À Paris, ça s'appelle un rongeur. Je ne sais pas si à Vierzon, vous ne connaissez pas cette expression? Non. Ça s'appelle un rongeur parce que dans le temps, quand les compteurs n'étaient pas électroniques, ils faisaient clic, 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 comme les dents d'une petite souris. Voilà, ça n'a pas l'air de vous passionner ce que je raconte, elle s'en fout totalement. Bien, voilà, dimanche 10 juin, à partir de 8h30, Neuvy-sur-Barangeon, pléonasme sur redondance. J'explique pas pourquoi j'appelle ça comme ça, mais Je me comprends, je suis bien le seul. Je me comprends et je suis bien le seul. Bon, non, tu vois pas pourquoi? Tu te comprends et tu es bien le seul. Voilà, bon, c'est ça, restons-en là. Donc, on parlait de l'appartenance de Jospin. Alors, est-ce que c'est Chirac qui a balancé le morceau? C'est vrai que les gens de l'Élysée étaient en train de mettre sur pied une grande campagne. Ils sont rigolos, parce qu'ils sont vraiment d'une nullité incroyable. Ils étaient en train de mettre sur pied un grand truc, une grande action, mais qui réservait pour les quelques mois, 3-4 mois avant la date de la présidentielle. Dès que Jospin aurait manifesté officiellement, c'est-à-dire tout à fait au début de l'année 2002, son intention d'être candidat, il a annoncé ce matin chez El Kabbach qu'il donnerait sa réponse à la question « serez-vous pas candidat ?» au début de l'année 2002. Donc dès qu'il aurait fait cette annonce, et si cette annonce était positive, les officines liées à l'Élysée auraient sorti un truc en disant voilà, vous allez voter pour un menteur, Jospin le menteur, il a dit qu'il n'était pas trotskiste, il a dit que c'était son frère, c'est pas vrai, voilà les papiers, voilà les trucs, les fichiers. Alors naturellement c'est pas l'Élysée qui aurait fait ça, on aurait fait infuser par la bonne presse l'affiche RG qui montre que le 12 avril 1966, Jospin avait participé à une conférence secrète avec Boris Frankel et Ben Saïd dans une cave du 18 rue de la Poupée-Quitous pour préparer la révolution, etc. Bon. Naturellement, Jospin qui n'est pas totalement idiot, il savait que ça allait se passer comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait faire un sondage par Matignon, enfin pas par Matignon, mais par un institut, de sondage dont il est ressorti que à peu près 80% des Français se contrefoutaient totalement qu'il ait été trotskiste, pour l'excellente raison qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est qu'un trotskiste. Pour un trotskiste, un anticommuniste, parce que Trotsky, enfin pour les plus cultivés, hein, c'est un anticommuniste parce que Trotsky a été assassiné par Staline. Donc, comme le dit Le Monde d'ailleurs, les trotskistes, c'est des anti-staliniens. Ce qui, à mon avis, quand même est un portrait un petit peu réducteur. Hein, parce que Hitler aussi était anti-stalinien d'une certaine manière. Ça dépendait des époques. Ça dépendait des époques, voilà. Mais donc, ça suffit pas à définir tout à fait ce qu'est le trotskisme. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça, le trotskisme. Mais les Français s'en foutent. Et après tout, ils ont bien raison, parce que Trotsky est quand même mort depuis un bout de temps. Oui, mais enfin, défendre les Trotsky, c'est quand même prendre une certaine position.
Surtout pour quelqu'un qui veut s'engager à fond dans la vie publique. Ce qui serait surprenant, c'est que le monde prenne des positions contraires, étant donné qu'on peut dire probablement que 70% de la haute direction ou de la rédaction en chef du Monde est constituée de trotskistes ou de prétendus anciens trotskistes. Si c'était contre, ça se saurait. Mais d'ailleurs, c'est pas une surprise parce que il faut dire que dans la presse française, à la télévision et à la radio, à peu près, on peut considérer que plus de la moitié du personnel cadre appartient à la nébuleuse trotskiste. Ils ont tous été maqués soit avec Arlette, soit avec Krivine, soit avec Lambert. C'est pas Lambert Wilson, hein, c'est l'autre. Ni les ciments. Ni les ciments, non, ça c'est autre chose. C'est un autre genre de trotskisme. Donc, alors évidemment, ils sont tous pour. Alors, ça, ceux qui ne savent pas sont pas contre, parce que ça leur est totalement indifférent. Ceux qui savent sont majoritairement pour. Et d'autre part, cette opération servait énormément les intérêts de Jospin dans la situation présente, parce que qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que dans la majorité plurielle, il y a des tiraillements, ça je sais pas là, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais les tiraillements principaux sont liés à la récupération de l'électorat communiste, qui est considéré comme perdu pour U. On considère que U va perdre... il fera probablement pas 5%. D'après non pas les sondages officiels qui lui donnent 6%, comme 8%, pardon. Non, je dis bien 6%, comme Le Pen d'ailleurs, ce qui est probablement totalement faux. Il est très probable qu'il fera pas 5%. Et l'électorat naturel, l'électorat traditionnel du Parti communiste ne se détermine pas. Il est majoritairement tenté par l'abstention parce qu'il veut pas voter pour U, qui est un guignol, pour lequel ils ont un mépris de fer. En plus, ils le détestent. Hein. C'est extraordinaire de voir à quel point U est détesté par les militants, les vrais militants. Ils veulent pas voter pour le couple infernal Krivine-Laguillet, qui leur paraît, c'est sur le banc. Hein. Je sais pas si vous le rappelez. Vous vous rappelez, Vincent? Le petit bout du banc. Avec Jeanne Surza et Raymond Souplex. Et Raymond Souplex, oui, c'est ça. C'est ça, hein. Krivine et Laguillet, Enfin, je suis prêt qu'ils sont beaucoup moins drôles. Ils sont moins drôles, mais ils ont le même âge. Et puis physiquement, ils sont moins jolis quand même. Il faut reconnaître que Krivine est beaucoup moins jolie que Jeanne Surza. Hein. Quant à Laguillet, à part les moustaches, c'est vrai qu'elle ressemble étonnamment à Raymond Souplex. Qui n'avait pas de moustache. C'est son portrait. Donc les communistes sont pas très attirés, ils prennent pas ça très au sérieux. Et puis ils trouvent que le Parti socialiste est quand même nettement embourgeoisé. Et donc ils avaient besoin d'une motivation. Et là, qu'est-ce qu'ils découvrent ? Ils découvrent que Jospin est un véritable homme de gauche, puisque lui, c'est un militant révolutionnaire pur et dur depuis 40 ans. Ça fait 40 ans quand même. On lui fait un beau portrait marxiste. Ah, il est repeint en rouge. En rouge vif. Voilà, en rouge vif. Et donc, c'est lui qui a monté l'opération. C'est ses conseillers d'image qui lui ont dit c'est maintenant qu'il faut sortir. Parce que là, on casse le cou à l'Élysée. On prend à rebours, ou on prend à contre-pied l'extrême gauche qui était en train de se pavaner en disant c'est nous les rois de la pampa. Et d'ailleurs, Jospin lui-même ce matin a dit dans l'émission il n'a pas dit textuellement, mais il a exprimé en termes à peine voilés qu'il n'avait pas de leçon d'extrémisme gauchiste à recevoir de Laguillet et de Krivine, que lui c'était un pur, un dur, que les lambertistes ils étaient quand même un petit peu plus baraqués que les gars de lutte ouvrière. Et que, d'autre part, lui, c'était un sérieux. C'est-à-dire que quand les autres font des discours, ça il l'a dit textuellement, quand les autres font des discours, lui, il fait des réformes. Et Boris Frankel, qui était interviewé la veille sur la même radio, a dit, si Jospin est entré au ministère des Affaires étrangères en sortant de l'ENA, c'est parce que je lui ai dit de le faire, alors il n'a pas dit c'est sur mon ordre, mais c'est ça que ça voulait dire. Parce que c'était le meilleur endroit où il pouvait se cacher. Ça, c'est textuel. Hein. C'était l'administration où il avait le moins de chances de se faire repérer comme militant révolutionnaire, où il pourrait préparer pour l'avenir la révolution, c'est-à-dire des bouleversements de la vie des Français. Or, qu'est-ce que fait Jospin depuis qu'il est au pouvoir ? Sinon, non pas organiser, mais amplifier tous les processus de bouleversement profond de la vie, de la mentalité des Français, que ce soit sur le plan social, sur le plan
La destruction de l'agriculture. La destruction de l'agriculture, la destruction de la famille, la destruction de l'identité française par l'immigration, par les naturalisations massives, par l'avortement qui est en passe de devenir obligatoire, pratiquement. En tout cas pour les gens qui sont soupçonnés d'être porteurs, les femmes qui sont soupçonnées d'être porteuses d'enfants à risque. Moi, je vous le dis, je suis absolument certain qu'avant 5 ans, l'avortement sera obligatoire sous peine de suppression des aides sociales. Parce qu'on expliquera aux gens, écoutez, pour des raisons morales, pour des raisons religieuses qui vous appartiennent à vous, vous refusez de vous faire avorter alors qu'il est probable que vous aurez un enfant trisomique. C'est une charge pour la société. Il n'y a aucune raison que la société supporte les conséquences de votre fanatisme religieux. Donc, si vous avez un enfant trisomique, alors que vous avez été prévenu et qu'on vous a proposé l'avortement thérapeutique, vous n'aurez pas droit à l'aide sociale qui s'attache normalement à ce genre de situation. C'est ça qui va se faire. C'est ça le bout du bas du banc de l'opération avortement et de l'opération euthanasie. Et ça, c'est le fruit du travail trotskiste. Pas du travail de Jospin, du travail de trotskisation des institutions et des systèmes en France, qui est en route depuis maintenant... on peut dire pratiquement 40 ans, quoi. Ils n'ont pas attendu que Mitterrand soit au pouvoir pour le faire. Alors l'autre question qui se pose, et à laquelle je crois que je viens d'apporter la réponse, c'est est-ce que Jospin a quitté le groupuscule lambertiste ou a abandonné le trotskisme en 66, en 70, en 71, en 76, en 77 ? Non, il n'a jamais cessé d'être trotskiste. Il est absolument trotskiste. C'est tout à fait clair. Et il n'a pas changé du tout d'idée, il a changé de méthode. Et c'est vrai que les méthodes du trotskisme d'il y a 30 ans ou 40 ans sont dépassées aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs la tronche, comme je le disais tout à l'heure, d'Arlette et de Krivine pour comprendre à quel point ces gens-là sont dépassés. C'est des fossiles vivants. Tandis que, enfin vivants d'ailleurs, ça reste à prouver, ce sont des fossiles tout simplement. Tandis que Jospin, lui, on sent qu'il a intégré toutes les données de la vie politique moderne, le combat d'image, le combat du nominaliste, et il fait ce qu'il a à faire en s'abritant derrière l'image de l'austère qui se marre, mais en glissant à chaque fois des messages qui sont pour les amateurs et pour les habitués parfaitement compréhensibles. Donc, conclusion, on a en France au pouvoir un trotskiste extrêmement malin, je dirais pas dangereux parce que c'est un pléonasme concernant un trotskiste extrêmement malin, qui a organisé lui-même son outing, comme on dit pour les homosexuels, et qui a réussi son coup d'une façon superbe, car l'annexe de ça maintenant, la conséquence annexe de cette opération, c'est que toutes les blattes trotskistes qui se baladent derrière les plaintes des ministères, des administrations, des journaux, des radios, etc., elles vont pouvoir sortir et se montrer au grand jour. En disant, mais attendez, mais moi je vois pas pourquoi je ne dirais pas que je suis trotskiste, puisque le Premier ministre l'a été ou l'est encore. Donc maintenant, c'est plus une tare d'être un révolutionnaire qui, je le rappelle quand même, est un révolutionnaire déterminé à détruire la société dans laquelle que nous avons créée, nous, que les Français ont voulu, au mépris de la volonté du peuple, de la volonté majoritaire. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs quelle est la concurrence entre ce qu'on appelle les Verts et qui sont des rouges vifs et le trotskisme socialiste. C'est-à-dire que... Je pense que la différence principale, c'est que les Verts sont les larbins des grands groupes pétroliers. Alors que il n'y a pas l'ombre d'un doute. Les trotskistes ne sont pas les larbins des grands groupes pétroliers. Les Verts, c'est des trotskistes moins intelligents que les autres, moins déterminés, moins honnêtes probablement, qui se sont dit il y a du fric à se faire, il y a des places à prendre. Et ils ont organisé ça très bien. Alors il y a eu des échecs, il y en a qui étaient moins rusés ou plus avides, et ils ont pris le fric tout de suite et puis ils ont arrêté. Il y en a qui se sont dit c'est pas la peine de partir avec si peu quand on peut partir avec beaucoup. Et qui continuent à faire ce travail. Mais c'est la raison, à mon avis, la différence principale entre les écolos et les écolos trotsko et les trotskistes pur jus. C'est simplement le rapport au fric qui est différent. Enfin, c'est mon opinion et je la partage. Des messages ?
Quelqu'un qui nous explique tout. Il ne s'agit pas de l'Organisation communiste internationale, mais de l'Organisation communiste internationaliste pour la reconstruction de la 4e internationale. Oui, j'ai fait un lapsus. Il y a eu une scission donnant 2 branches. La Ligue communiste révolutionnaire de Krivine et le groupe Lambert, qui a créé l'AJS, je ne sais pas ce que c'est, dirigé par Charles Berg. En 70-71, il y a eu 10 000 jeunes rassemblés au Bourget, 4 000 jeunes à l'Internationale de la jeunesse, à Essen, un groupe d'études révolutionnaires est une pré-cellule, car on est coopté à l'ECI, on n'adhère pas. Voilà, absolument. On est coopté, voilà. On est choisi par... Et Jospin avait été choisi par Frankel. Je trouve au contraire, contrairement à vous, que cela fera du bien à la droite. Se dévoiler comme marxiste, cela va donner la trouille à plus d'un. Oui, pourquoi ? Parce que la droite n'est pas complètement marxisée aujourd'hui. En plus, je veux dire, une fois de plus, c'est un problème de vocabulaire. Moi, je comprends très bien ce que veut dire cet auditeur ou autrice, mais moi, je n'appelle pas ça la droite, c'est tout. Il n'y a plus de droite en France. Il n'y en a plus. Il reste quelques petits groupuscules qui se bouffent le nez, mais si vous appelez Monsieur Bayrou la droite, si vous appelez les gens de l'UDF la droite, si vous appelez la droite un mouvement dans lequel il y a à la fois Madame Boutin et Madame Bachelot, l'une qui est contre l'avortement, l'autre qui est pour, moi j'appelle pas ça la droite, j'appelle ça un parti chauve-souris, c'est-à-dire je suis pour l'avortement, voyez Bachelot, je suis contre, voyez Boutin. Vous êtes toujours content. De toute façon, l'essentiel c'est que vous votiez pour nous, parce qu'au bout du compte, le fric arrive toujours au même endroit. C'est la droite plurielle. Voilà. C'est la droite plurielle, c'est ça. Donc, il n'y a plus de droite. Chirac est de droite comme moi, je suis membre de la 3e internationale. Enfin, c'est... Donc, de toute façon, dans la situation actuelle de l'opposition libérale, rien ne peut les sauver. Sauf Bayrou, peut-être. Tant mieux. Bayrou peut. Je dis pas tant mieux pour Bayrou, je dis rien ne peut les sauver. Il a été ministre de l'Éducation nationale, il était plein de bonnes idées, il n'a rien fait. Bayrou, il est très bien. Il n'a rien fait. Non, vous ne comprends pas. Il faut pousser Bayrou à être candidat. Moi, à mon avis, il faut que Bayrou soit candidat, que Boutin soit candidat, Chirac soit candidat, Madeleine soit candidat, Pasqua soit candidat. Qui encore on pourrait trouver? Moi. Oui, vous. Oui. Moi, voilà. Oui. Moi, je serai candidat. Villiers sera... Le docteur Dor va être candidat. Tiens, bonjour docteur. Voilà, votez Dor. Je continue. Monsieur Jospin était trotskiste et Monsieur Chirac vendait l'humanité. Où est la différence? Eh bien, à l'époque, ça voulait dire quelque chose, parce qu'à l'époque, si Jospin était tombé entre les mains de Chirac, il le zigouillait à coups de piolet. Il s'entre-zigouillait. Non, Chirac aurait tué Jospin à coup de piolet. C'est bien les staliniens. Jospin l'aurait tué à coup de quoi Moi, j'ai pas entendu dire que Trotsky ait assassiné Staline avec quoi que ce soit. Hein. C'est toujours les staliniens qui tuent. Il y en a qui a tiré plus vite. Avec un piolet. Un piolet à 2 coups. D'autres messages? Les sondages donnent 8%, M. Le Pen, et non 5%. Non, j'ai pas dit 5, j'ai dit 6. Mais non, écoutez ce que j'ai dit. J'ai peut-être commis un lapsus en disant 6, et j'ai dit U ne fera pas plus de 5. Mais c'est une estimation personnelle, ça n'a aucun intérêt, ce que je dis. C'est la vraie droite, là. Vous l'avez pas dit, vous n'avez pas parlé de la vraie droite. La vraie droite, il y a quand même le Front National qui reste la vraie droite, et le MNR. Eh ben, ils feront, à eux deux, comme toujours, ils feront 15 à 16% des voix. C'est très probable. Ben oui, 8 Le Pen, plus... Le Pen, on le sous-évalue toujours de 3 ou 4 points. Bon, alors donc il fera 10-12, et même pour le coup, on pourrait bien faire les 20% cette fois-ci, à 2. Bon, mais ça marche, c'est pas comme ça que ça marche, c'est dommage. Parce que si on pouvait faire moi je verrais bien une république qui serait... les jours pairs, le président serait Le Pen, les jours impairs, ça serait Maigret. Alors... ça ferait travailler les déménageurs, en tout cas. Parce que naturellement, chacun, en quittant le bureau, il viderait tout. Il supprimerait toutes les traces de son passage. Il serait moins temps de faire des bêtises. Moi, alors là, je ne relève pas. Hein. Là, je vous laisse la responsabilité de cette assertion. Je parle de la République. Hein. Ah bon, d'accord. En général? Bien sûr. Alors, un auditeur nous dit qu'au sujet de l'association Droit de Naître, vous avez dit tout à l'heure que tout le courrier partait à la poubelle. J'ai parlé de l'association. Je n'ai pas entendu, moi. Tout à l'heure. J'entends pas tout. Mais c'est peut-être non, pas ça, c'est un message d'il y a 6 mois. La semaine dernière, alors. Peut-être la semaine dernière, vous avez dit ça. Or, j'ai reçu une réponse à une carte envoyée à Laurent Béteille, sénateur de Brunois.
Peut-être pourriez-vous le dire à l'antenne pour la crédibilité de vos propos. Eh bien, c'est fait, mais monsieur, avant de donner des leçons, il faut écouter ce que je dis. Je n'ai jamais dit que tout le courrier envoyé. J'ai dit très précisément, évidemment pas tout le courrier. J'ai dit le courrier envoyé à l'Élysée. Quand on vous dit envoyer des cartes à l'Élysée, les sacs ne sont même pas livrés. Ou s'ils sont livrés, ils sont même pas ouverts. Mais j'ai parlé de l'Élysée, j'ai pas parlé des sénateurs. Évidemment, si vous m'envoyez à moi une carte de l'association Le Droit de Naître, je vais la recevoir, parce que le facteur ne va pas ouvrir l'enveloppe pour dire « Ah, c'est une carte de l'association Le Droit de Naître, détruisons-la ». Non, c'est pas comme ça. Mais quand ça arrive à la poste de Paris, au CEDEX qui s'occupe de l'Élysée, c'est mis dans des sacs particuliers, c'est pas avec le reste du courrier, c'est mis dans des sacs, et on porte les sacs à l'Élysée, et les sacs, ils vont directement, non pas les sacs, mais leur contenu va directement à la poubelle. Pensez bien qu'ils vont pas s'amuser à ouvrir 2, 3, 5, 10 000, 20 000 lettres dont ils savent qu'elles contiennent toutes exactement la même chose. Parce que comme ce sont des enveloppes qui sont marquées de la même manière, ils savent bien qu'à l'intérieur, il y a la même carte qui invite M. Chirac, qui a fait passer la loi sur l'avortement, à revenir sur cette décision. Donc ça marchera pas. Ils s'en foutent de votre courrier. Mais ça vous a coûté des sous qui pourraient être consacrés à des causes, enfin à la même cause, d'une façon plus efficace. Par exemple, si on donnait de l'argent pour organiser l'accueil des enfants non désirés, créer des crèches, créer des chambres pour les mères célibataires, ce que fait par exemple non pas le droit de naître mais le droit de vivre, ce que fait le docteur Tremblay ou Winfried. Et Winifred, absolument. Winfried Vermeulen, c'est le docteur d'or qui parle. Ça, envoyer de l'argent à ces gens-là, ça c'est utile, c'est porteur, c'est productif. Envoyer de l'argent à des gens qui fabriquent des cartes postales qui sont envoyées directement dans les poubelles de l'Élysée, à mon avis, ça sert à rien. Voilà, je répète. D'autres choses? Face à la gauche plurielle, nous avons une droite singulière. Et ça, c'est très joli. Pendant que la gauche rafle la mise dans tous les domaines, l'extrême gauche s'engraisse sur Radio Courtoisie, et que l'extrême gauche s'engraisse, sur Radio Courtoisie, on passe le temps à tailler des bavettes et à chercher des pouces supposés dans la tête de la gauche. Le mieux serait de dire à M. Serge de Beketch: chaque soir, Radio Courtoisie confirme ce qu'avait dit De Gaulle. Vous avons la droite la plus bête du monde. Mais malheureusement, qu'est-ce que je peux faire? Vous voulez que je dise, on va prendre des fusils, on va descendre dans la rue? Vous voulez que j'aille assassiner qui? C'est ça qui voudrait. Oh, pauvre. Je vais lui retirer son chapeau de nain. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Quand on est journaliste, on écrit, on parle. Moi, j'ai un stylo, je fais mon journal. Et j'ai un micro, je parle. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Déjà, je vote pas. Alors, je ne vote plus. Voilà, je ne vote plus. Bah, vous avez bien tort. Bon. Pour qui je vais voter? N'importe pour Arlette? Pour nous. Arlette. Non, pas pour Arlette. Qui c'est nous? Nous, c'est-à-dire l'ancienne droite nationale qui est cassée en deux. Alors vous choisissez votre morceau, mais bon, vous en mettez un. Qu'un bulletin. Alors je vais le déchirer, puis je vais mettre moitié dans un, moitié dans l'autre, puis voilà. Faites votre choix, monsieur Lame. Alors, Chirac-Jospin, la différence est entre les idées fausses et pas d'idées du tout. On est bien là. C'est joli, ça aussi. Alors, autre chose, êtes-vous au courant que cette nuit, dans le quartier de la Goutte d'Or, des voitures ont été incendiées par des jeunes? Alors, j'ai tout vu de chez moi. Ils mettent le feu, s'enfuient, mais les CRS n'ont pas bougé. Cet après-midi, Madame de Panafieux a lancé cet événement au visage de Vaillant, je suppose que c'est à l'Assemblée nationale, en lui disant que la même chose s'était produite dans le 17e. Non, et alors, que faisait-il? Faire rigoler Madame Panaf, comme si quand ils étaient au pouvoir, les beurs foutaient pas le feu aux bagnoles. Non mais il faut quand même pas plaisanter. Je voudrais faire une remarque. C'est plus la peine de donner des informations comme ça. C'est pas ça l'information. C'est pas cette nuit des voitures ont brûlé dans le quartier de la Goutte d'Or. L'information c'est: cette nuit, des voitures n'ont pas brûlé dans le quartier de la Goutte d'Or. Cette nuit, une vieille dame n'a pas été agressée dans une rue de Paris. Cette nuit, un commissariat n'a pas été attaqué à Sarcelles. Voilà, ça c'est des informations. On les entendra jamais parce que ça n'arrive pas. Mais imaginez que ça arrive. Hein. Cette nuit, un wagon de métro n'a pas été détruit par une bande de singes hurleurs hystériques. Là, voilà une information formidable. Mais on les a pas, ces informations, parce que ça n'arrive pas. Et oui.
Autre chose, on vous demande votre avis. Il se murmure qu'Anne Sinclair présenterait le journal de 20h de France 2. Elle a quitté TF1 hier. Ah, c'est peut-être. Moi, je regarde jamais France 2. Savez-vous quelque chose? Je trouve ça très rigolo, cette histoire, parce que ce qu'on en sait, c'est juste la crème, ou plutôt c'est l'écume, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a sous l'écume, parce que l'histoire s'est passée de la façon suivante. Madame Sinclair, qui en avait ras-le-bol de la fonction totalement inadaptée qu'on lui avait confiée, puisqu'on lui avait confié la gestion du site internet de TF1. Alors, elle doit connaître Internet à peu près comme moi, je connais sa poche. Elle doit être gestionnaire à peu près comme moi, je suis acrobate de cirque. Et donc, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas à son aise dans cette affaire. Et elle a commencé à être moins présente. Et Lelay, le frère Lelay, pas le frère de lait, le frère Lelay, qui est grand porte-glaive à la Grande Loge nationale française. Donc il devrait être copain avec Madame Sinclair. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est extraordinaire parce qu'ils sont comportés exactement comme un patron de supermarché avec une caissière. Il lui a envoyé 2 lettres commandées pour absence injustifiée et il l'a vidée. Et elle a reçu ça et elle dit « Je suis blessée, on s'est mal conduit avec moi ». Évidemment, on se conduit pas avec Madame Sinclair comme avec une caissière de supermarché. Ça manque de goût. Je suis bien d'accord. Mais enfin, il se trouve que dans notre pays, les gens qui ont un emploi, qui ont un salaire, par moment, on leur demande de fournir un certain travail en échange de ce salaire. Je sais bien que c'est inhabituel, ça paraît aberrant, mais c'est comme ça. Et là, l'autre, il a sauté sur le cas et dit « Cette dame-là ne fait pas le boulot pour lequel elle est payée », ce qui est probablement faux. Je suis certain qu'elle travaillait sérieusement. Mais elle n'avait peut-être pas les moyens de faire tout ce qu'elle en espérait d'elle. C'est ça. Si on lui avait donné à piloter Concorde pour aller à New York, elle était à peu près dans la même situation. Encore que le voyage est plus court maintenant. Hein. Et donc, il l'a vidée. Alors, elle prend ça comme une injure personnelle. Et surtout qu'elle était allée le voir avant. Et c'est ça qui est amusant, en disant... bon, écoutez, je suis pas très à l'aise dans le site internet, j'aimerais bien refaire une émission. Et l'autre, malin comme un singe, je dis oui, c'est ça. Présentez-moi, allez donc présenter un projet à Moujotte. Alors Moujotte, qui doit avoir une sympathie, à peu près autant de sympathie que moi pour Madame Sinclair, il l'a reçu, il lui a dit non, vos projets n'ont absolument aucun intérêt, et badaboum, elle s'est pris 2 lettres commandées, et voilà, elle a été vidée. C'est une tragédie, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que, à mon avis, Monsieur Strauss-Kahn, qui n'est autre que l'époux de Madame Sinclair, doit avoir 2-3 sous à gauche, et personnellement, je ne veux pas verser une larme, je ne crois pas qu'ils sont encore à la soupe populaire. S'il n'a pas d'argent, il a peut-être des conseils. Voilà, il peut avoir des... Et les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. C'est tout. Attendez, j'ai autre chose, là. Allez-vous nous parler du phénomène des tournantes en banlieue? Et ça, je vous recommande de lire le Libre Journal, petite réclame, parce qu'il y a une série d'articles de mon excellent camarade Michel Delière, qui est consacré à ce sujet, et c'est pas des articles d'humeur, c'est des articles extrêmement sérieux, documentés. Il a fait tout le tour de toutes les institutions, le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, il est allé voir des avocats, il est allé voir des magistrats. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est fait vider de partout à peu près. C'est ça maintenant en France. Hein. Quand on n'est pas un journaliste estampillé Trotsko, les gens ne vous parlent pas, ils ne vous reçoivent pas, tout simplement, on n'a rien à vous dire, voilà. Mais je suis journaliste, et alors, je m'en fous, je ne reçois pas. Mais enfin, il a quand même réussi à avoir beaucoup d'informations, et il publie une série d'articles sur ce phénomène des tournantes en banlieue, qui est un phénomène d'ailleurs, c'est un phénomène culturel, hein, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose, c'est un phénomène culturel. Je ne sais pas si vous comprenez à mi-mot ce que je veux dire. Je ne vais pas m'étendre. Contrairement à... Voilà. Et vous vous faites tenser par un auditeur. Ah, tenson. Monsieur Le Beketch, certes, Chirac aurait pu être surpris dans sa jeunesse et risquer et signer l'appel de Stockholm par inadvertance. Mais ce n'est l'opinion ni du commandant Guillaume, ni du commandant Muel, ni des colonels Moinet et Argout, qui tous précisent que Chirac était fiché à la sécurité militaire comme sympathisant communiste. Alors, je vais encore une fois manifester un regret, c'est que à la radio, dans la presse, il y a un truc qui s'appelle les points d'ironie. À la télévision, il y a le sourire ironique. À la radio, il n'y a rien. Quand je dis, mais Chirac a été pris
à l'insu de son plein gré. Il y a pas moi. Il faudrait que j'ai une petite cloche. Attention, c'est pour rire. Ou alors juste derrière, vous faites. Oui. Alors donc c'était pour rire que je dis ça. En fait, je sais très bien que Chirac était comme son père, un militant d'extrême gauche. Son père. Hein. Musique. Voilà. Merci. Bien. Alors, à propos de musique, donc il y a cette histoire des raves aussi. Vous avez retrouvé, non? Non. Je recherche depuis tout à l'heure si un auditeur... chers auditeurs, je fais une annonce, une demande. Voilà. Ouvrez vos dictionnaires d'anglais, dites-nous donc... Délire, voilà, sérieux. Désir. Rêve. Délire. Rêve en anglais, c'est le délire. Ouais. Bon, voilà, alors... avancez. Ah, mais c'est mieux, alors, une soirée délire. Ça veut dire, pas dire que vous êtes obligé de l'inviter, hein. Désir. Ah non, délire. Délire, oui, C'est délire. pas Arsène Délire. Donc... en ce moment, il y a un grand débat sur les rêves parties. Alors, qui est un débat complètement controuvé d'ailleurs, parce que on fait semblant de croire que la nouvelle législation ou la nouvelle loi qui est en cours de vote vise à interdire les rave parties. Alors qu'il n'a jamais été question. En fait, il s'agit de leur donner un régime d'autorisation. Voilà, et de déclaration préalable. De déclaration préalable, c'est-à-dire de les autoriser. Alors, ce qui est assez curieux dans une rave ou dans une... Oui, c'est d'abord le grand nombre de personnes qui se réunissent dans un endroit qui n'est pas urbanisé, dans des plaines, dans des forêts, dans des endroits un peu éloignés de la société ordinaire des hommes. Dans des carrières, c'est d'ailleurs l'endroit où les jeunes font le plus facilement carrière. Voilà, c'est d'ailleurs le seul endroit où... Et alors évidemment, ils ont des voisins qui peuvent se plaindre, mais enfin, c'est quand même des endroits assez isolés. Il y a une musique continuelle, importante, etc. Il y a une utilisation de drogue qui est... là aussi considérable, et puis enfin il y a, appelons les choses par leur nom, la débauche. Et l'alcool. Beaucoup d'alcool. Beaucoup d'alcool. Alors ça pose je une mettais première... l'alcool dans les drogues. Dans les drogues, oui. Parce qu'à ce niveau... C'est très sonore, bien sûr. C'est très sonore, c'est-à-dire que on n'y vient pas pour y échanger des discours, pour y avoir des conversations, mais donc pour danser. Et ce qui m'a paru curieux, ayant publié le journal d'un jésuite du XVIIe siècle qui est connu pour être un spécialiste qui a été béatifié par Pie XII il y a 50 ans tout juste. Il y a 50 ans tout juste. On vient de célébrer le 50e anniversaire de sa béatification. Donc le Père Maunoir, est le spécialiste des questions de sorcellerie dans la théologie moderne. Et le Père Maunoir décrit sous le nom de sabbat des phénomènes qui ressemblent à s'y méprendre aux rêves d'aujourd'hui. C'est-à-dire un grand nombre de personnes dans des endroits isolés, avec beaucoup de musique, et puis alors il n'est pas aussi clair dans les premiers textes qu'il ne l'est dans les textes à la fin de sa vie, mais l'usage de stupéfiants. Alors, d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que l'analogie va très loin, puisque les jeunes dans les rave parties disent qu'ils prennent des stupéfiants parce que ça les fait planer. Et une des explications qu'on donne à la légende, selon laquelle les sorcières chevauchaient des balais et se promenaient dans les airs à l'issue des sabbats, c'est qu'elles prenaient des produits qui leur donnaient l'impression de voler, donc de planer. Alors, absolument. Il s'agissait de produits qui étaient ingérés par voie transcutanée, c'est-à-dire on sait à peu près de quels végétaux il s'agit. Ce sont des végétaux qu'on peut encore trouver aujourd'hui si on est un petit peu botaniste, et qui étaient donc cuits dans le beurre. Le beurre n'était évidemment pas pasteurisé à cette époque, donc il tourne. Heureuse époque, je ne sais pas. Enfin, il tourne, il rancit, et on soigne de ce beurre, ou l'on s'ennuie de ce beurre, ou on soigne de ce beurre, ou on s'ennuie. Ben oui, puisque c'est de la musique. C'est de la musique, on s'ennuissait, et donc les sorcières sentaient très mauvais à cause de ce beurre rance, avec les principes actifs hallucinogènes. Alors, évidemment, les liens avec les rêves d'aujourd'hui sont assez frappants, assez étonnants. Alors,
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut autoriser les rêves ? Eh bien, c'est parce que on veut qu'il y ait le plus possible de gens à y aller. Il y a quand même des personnes qui ont un petit peu peur d'aller dans des endroits où leur voiture risque de se faire cabosser ou brûler. Ils voudraient pouvoir consommer des drogues sous contrôle médical, comme on voudra bientôt tuer sa grand-mère à héritage sous contrôle médical, et bien entendu éviter toute naissance non désirée sous contrôle médical. Ça, on connaît tout ça. Alors, c'est une imposture de la part de Médecins sans frontières ou d'autres de prétendre aller contrôler les différentes potions, les extasies et autres que prennent les gens qui participent à ces rêves. Bien entendu, la débauche, mais qui en fait ce sont des viols, et on retrouve là le phénomène des tournantes, était déjà présent à l'époque du XVIIe siècle de Julien Maunoir. Alors Julien Maunoir décrit le phénomène en Bretagne bretonnante, donc dans un pays qui est isolé à la fois par les mauvais chemins et par la langue, puisqu'il s'agit de personnes qui, pour un très grand nombre, ne parlent que le breton. Et on trouve les mêmes phénomènes à la même époque dans le Vivarais, dans le Pays Basque, où là, la justice s'en est mêlée avec la légèreté habituelle qu'on connaît, n'est-ce pas, au Chamitré. Et puis, il y a les mêmes phénomènes aussi en Lorraine, dans des pays à l'époque germanophones. Donc, il y a quelque chose là qui n'est pas, si vous voulez, comme on a pu l'imaginer à un moment, une espèce de survivance celtico-druidique. Enfin, c'est sot, c'est une sottise. Bon, mais il y a évidemment des gens comme Morvan Lebec, qui n'est qu'un homonyme, bien sûr, qui ont pu imaginer des choses pareilles, mais enfin, c'est fâcheux, oui, mais ça s'écrit pas de la même manière. Donc, si vous voulez, le travail de Maunoir est un travail qui est d'autant plus intéressant que c'est un travail qui vient par des témoignages spontanés. C'est-à-dire que Maunoir ne s'est pas intéressé a priori à ce sujet. Il n'a pas cherché où pouvait être le diable, le démon, les débauches, l'alcool, etc. Il n'y a rien de trouble. Non, lui, il va faire une mission d'évangélisation en quelque sorte. Oui, c'est un missionnaire, comme on a connu après lui beaucoup d'autres, à la manière, à son époque, de Grignon de Montfort, Saint-Vincent de Paul, et les missionnaires du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, avec des différences. Bon, il est beaucoup plus actif que ne le sont les missionnaires de son époque. Ça, c'est d'ailleurs incroyable quand on lit son journal, quand on voit un peu sa vie, on voit à quel point les personnages de cette époque étaient des voyageurs intrépides et infatigables, qui parcouraient à pied ou dans les infatigables, des chemins où ils faisaient des allers-retours, ils allaient demander des conseils à l'évêque à 200 km, ils revenaient, enfin c'est tout à fait étonnant. Et alors lui, il y a une dimension en plus chez Maunoir qui est très extraordinaire, c'est que il a appris la langue bretonne par l'intermédiaire du Saint-Esprit, vraiment. Ah oui, alors lui c'est un pentecôtiste, mais un pentecôtiste compréhensible. Il pousse pas des gémissements bizarres, voyez-vous. Il a appris le breton en visitant la chapelle de la Timamdoué, ce qui est donc la maison de la Mère de Dieu à Quimper, qui est une petite chapelle qui existe toujours. Je ne sais pas si on apprendrait miraculeusement le breton, je conseille l'adresse en tout cas. Et donc le père Maunoir, qui était un breton de Haute-Bretagne, qui parlait le français, qui parlait peut-être le gallo, mais je ne crois pas, est allé là pour apprendre le breton, puisqu'on lui avait donné comme mission d'être missionnaire en Basse-Bretagne. Et il a appris le breton comme ça, en une visite à cette chapelle. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas une légende, c'est avéré, parce que c'est ce qui ressort de son procès en béatification. Oui, puis surtout ce qui ressort de l'expérience des témoins. Oui, il y a des témoins. Il parlait pas le breton avant, il le parlait après, c'est quand même assez simple à voir. Et puis, non seulement il parlait breton, mais je dirais qu'il le parlait beaucoup. Parce qu'il est l'auteur de la première grammaire moderne de breton, il est l'auteur de cantiques qui sont passablement interminables, et qui ont été... Il les faisait chanter longtemps, parce que pendant qu'il chantait, il buvait pas.
Peut-être que la chanson donne soif, je ne me risquerai pas beaucoup à ce genre de commentaires, mais en tout cas, le mot noir a été un sauveur de la langue bretonne en l'inscrivant dans la culture populaire et dans la foi. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que on veut... pourquoi ces rêves aujourd'hui à l'époque de Mot Noir, il y a une dimension religieuse qui est spectaculaire. C'est-à-dire qu'on est dans une période de grande foi où la présence de Dieu, des saints, des anges, des miracles, je dirais, n'ajoute rien à l'expérience. Les gens vivent dans ce monde surnaturel d'une manière ordinaire et habituelle. Si aujourd'hui le diable venait à se montrer dans une rêve comme il se montrait dans les sabbats de Julien Maunoir, mais je crois que la rêve se mettrait à genoux et peut-être pas pour adorer le démon. C'est peut-être pour ça qu'il se montre pas d'ailleurs. C'est probable, oui, il a dû réfléchir à ça. Il a dû réfléchir à ça. Parce qu'on connaît des satanistes au début du siècle, des Mac Jacob et d'autres, des Huysmans, enfin, qui se sont convertis à force de fréquenter les gens d'en face. Ouais. Ah ben, comme le disait un de mes bons pères, la foi est très simple parce que personne ne croit plus en Dieu que le diable. Oui, ça c'est un. Satan n'est pas athée. Non. C'est un sujet intéressant d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il soit croyant d'ailleurs. Il est plutôt connaisseur. Il sait. Le croyant. Non, il est croyant. Il n'a pas la foi. Il n'est pas fidèle. Il est même le parangon de l'infidélité. Il n'a pas la vertu de foi. Il ne peut avoir aucune des vertus, ni la foi, ni la charité, ni l'espérance. Il n'a pas les vertus théologales, mais il a une connaissance de Dieu. Bon, saint Thomas d'Aquin en parle évidemment, et dans son article sur les anges. Alors. Mot Noir, aujourd'hui, nous donne, me semble-t-il, une explication, c'est-à-dire il y a une facture à présenter à quelqu'un. Et ce quelqu'un tient à recevoir le culte auquel il prétend. C'est assez cohérent avec ce qu'on voit par ailleurs, avec le sacrifice humain à jet continu, qui est si j'ose dire, qui est l'avortement. C'est cohérent avec des propos de personnages comme Lang, qui a plusieurs fois dans des déclarations officielles, des interviews, fait allégeance à Satan en disant moi, si le diable existe, j'aimerais bien être copain avec lui. Il y a des déclarations tout à fait troublantes. Il y a donc en ce moment, on sent très bien qu'il y a une espèce de banalisation du satanisme. Oui. Dans la vie quotidienne. Alors on le voit aussi à travers des slogans publicitaires, des affiches. Je me souviens qu'on a beaucoup ri quand on nous a montré les paroles à l'envers dans certaines chansons de rock, n'est-ce pas, les backwards words, où on pouvait, en jouant un disque à l'envers, entendre des paroles, etc. Jusqu'au moment où quiconque regarde ce qu'on appelle un disque jockey manipuler ses disques, eh bien on le voit avec les mains faire justement bouger les disques en avant, en arrière. Et il est évident que le disque jockey est un personnage essentiel d'une rêve partie. Alors, il faut quand même se poser quelques questions, si on en a encore. Alors, si on veut en savoir plus sur le Père Maunoir et sur les rêves parties médiévales ou de la Renaissance plutôt. Non, c'est le grand siècle, oui. C'est le XVIIe siècle. Même le grand siècle, oui. On peut lire. On trouve encore votre livre, Eric? Oui, mon livre qui n'est pas le mien, puisque c'est le journal de Maunoir que j'ai fait, que c'est pas même pas moi qui l'ai traduit d'ailleurs, traduit et commenté. Oui, on le trouve tout à fait. Il s'appelle Miracle et Sabbat, c'est le nom que l'éditeur lui a donné. Et pourquoi pas? Ça résume assez bien. Et assez étrangement, ce journal latin n'avait pas été traduit jusqu'à maintenant. Et il ne circulait que des copies manuscrites. Et j'ai eu la chance que je ne pouvais pas garder pour moi d'avoir l'original. D'accéder à la petite armoire de fer. La grande armoire. La grande armoire de fer. La grande armoire de fer du gardien des vertus des jésuites à Rome. S'il faut une grande armoire pour les vertus des jésuites. Les jésuites, oui, ça, c'est sûr. C'est-à-dire, l'avantage, c'est qu'on peut perdre la clé parce qu'ils n'en ont plus beaucoup l'usage. Voilà. C'est paru chez qui, aux Éditions de Paris? Aux Éditions de Paris, voilà, aux Éditions de Paris. D'ailleurs, je crois que le libre-journal, votre libre-journal, fort aimablement a rendu compte de ce livre. Oui, j'en ai rendu compte parce que d'abord, ça me paraît vraiment bien illustré la
pérennité d'un phénomène qui est le satanisme et les sabbats qui existent encore. Oui, le vieux serpent se renouvelle pas beaucoup. Et ça permet de donner donc un éclairage particulier sur la réalité des rave parties et surtout sur les raisons pour lesquelles autant de gens se mobilisent pour défendre quelque chose qui est totalement grotesque. Enfin, l'espèce de raffut médiatique et de raffut politique autour de cette histoire est totalement disproportionné avec l'apparence de cette histoire. Il s'agit simplement de gosses qui se réunissent pour guincher toute la nuit. De mon temps, ça s'appelait des surprises parties. On mettait la radio moins forte et on n'avait pas d'ecstasy. Mais je dois dire qu'il y avait quand même du whisky qui circulait en cachette des parents et que, comme on n'était pas très habitué, il suffisait de boire un verre ou deux pour se retrouver à peu près dans l'état dans lequel se retrouvent aujourd'hui les gosses avec ce qu'ils boivent et ce qu'ils fument et ce qu'ils avalent, je pense. Mais si à l'époque un homme politique s'était dressé pour prendre le parti de la liberté des surbous, il aurait été grotesque. Voilà. Il n'y a pas Vincent Bertrand, il n'y a pas de rave party dans le parc de Versailles? Alors en ce qui me concerne, ma rave party a duré 20 ans. Mais c'est du rêve REVE. C'est du rêve REVE. Et ça a été donc une expérience qui, au contraire, demandait la conscience la plus aiguë et l'esprit critique le plus entraîné, et certainement pas de se laisser aller sous les drogues. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des réunions dont je n'ai pas entendu qu'elles étaient ni satanistes ni quoi que ce soit de très négatif, si ce n'est qu'elles étaient illégales, qui se tenaient dans certains bosquets, certaines nuits d'été. Mais je n'en ai qu'une connaissance tout à fait par ouï-dire. Par ouï-dire, par l'oreille. Oui, vous dire par l'oreille, effectivement. Je demande pardon si je m'excuse. Oui, non mais... Et je crois que le plus beau rêve de Versailles, c'est ce rêve qu'a voulu matérialiser Louis XIV dans ses jardins, en leur faisant exprimer ce qu'il dit lui-même, et qui est une des choses qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille quand j'ai commencé à travailler. Louis XIV, au moment où il commence à dépenser pas mal d'argent pour monter ses jardins et son château, dit dans son journal... Excusez-moi, dans son journal, je suis resté sur les rêves partis. Il dit dans ses mémoires pour l'instruction du dauphin, il dit « Il est utile, mon fils, de se remettre devant les yeux les vérités dont nous sommes persuadés, mais dont nos occupations, nos plaisirs, notre grandeur même effacent incessamment l'image dans nos esprits. » Et donc l'idée m'est venue, ayant déjà à ce moment-là compris qu'il y avait un code dans Versailles, l'idée m'est venue que ce code exprimait les vérités dont Louis XIV était persuadé et qu'il voulait se mettre sous les yeux ou devant les yeux pour ne jamais les oublier. Je crois que ce trajet qu'on peut faire dans Versailles et que nous avons fait ensemble vaut largement tous les délires, apporte infiniment plus et a cette chose importante pour tout ce qui touche aux grandes joies, c'est qu'il ne rassasie pas. Lorsqu'on termine cette visite de Versailles, on a envie de la recommencer pour tenter d'aller plus loin. C'est très vrai. Mais pour évoquer rapidement une actualité, pas très récente, mais enfin qui a 18 mois, est-ce que l'effet de la tempête a été de modifier, selon vous, la charge symbolique du parc ? Cette tempête a été beaucoup moins grave pour les jardins de Versailles que celle de 89. Vous savez qu'à Versailles, on distingue 3 cercles d'approche du château. Le grand parc, qui a aujourd'hui disparu, qui était enceint par un mur de 43 km. Le petit parc, qui est ce qui aujourd'hui contient le Grand Canal. Et puis les jardins. Le symbolique versaillaise se développe sur les bâtiments, les jardins et le petit parc.
et le petit parc dans sa partie XVIIe siècle, évidemment. La tempête du 26 décembre 1999 a eu le bon goût de, si je puis dire, parce que c'est quand même infiniment triste, de ne s'attaquer qu'aux abords du Petit Trianon. Les arbres des jardins avaient été soit abattus par la tempête de 89, soit étaient en replantation. Alors c'est infiniment triste pour le Petit Trianon et ses espèces rares qui nous venaient d'Amérique ou des Amériques, et pour toutes ces arbres ou bicentenaires qui ont péri dans cette tempête. Mais le Petit Trianon n'est pas un lieu symbolique de Versailles, c'est un lieu tardif. Le Petit Trianon a été construit par Louis XV vers la fin de son règne et n'appartient pas à cette symbolique. Donc finalement, on ne peut pas dire que c'est... Si on considère ce que je crois, que le jardin, enfin, le jardin est une espèce de machine à produire des énergies positives, cette machine n'a pas été endommagée par la tempête. Alors, en ce qui concerne la machine à produire des énergies positives, je vous en laisse le soin de l'expression. En ce qui me concerne, je crois simplement qu'il y a des objets qui permettent de réfléchir. Et c'est la réflexion que l'on fait sur cet objet ou en ce lieu qui est productive. On peut toujours se promener avec des talismans ou des allumettes ou des amulettes. Avec des allumettes aussi. Des allumettes aussi, les allumettes sont plus efficaces. Des talismans ou des amulettes, c'est pas ça qui vous fera croître sur la voie de la spiritualité, ni vous ouvrira les portes du paradis. Il vaut mieux savoir pourquoi tourner à gauche est symboliquement mauvais, alors que l'on monte son escalier chez soi en tournant à gauche, que de descendre ou de monter toute sa vie de cet escalier qui tourne à droite sans jamais réfléchir sur la question. Les symboles ne sont pas des talismans, les symboles n'agissent pas par contact magique. Les symboles appartiennent à la réalité naturelle, à la nature objective. Ils ne sont donc pas magiques. Alors ça, c'est ce que vous démontrez. Comme j'ai eu la chance de faire cette visite avec vous, je peux en témoigner. C'est ce que vous démontrez quand on vous suit dans les jardins et que vous faites découvrir en même temps, c'est ce qui est passionnant d'ailleurs, en même temps les jardins et la méthode qui vous a permis de les décrypter. Et c'est une espèce de leçon de lecture qui utiliserait un roman passionnant pour apprendre à lire. Et c'est vraiment une expérience tout à fait troublante. Alors, je suis heureux de ces compliments, mais je vais me permettre de préciser certaines choses. Effectivement, j'ai fait une recherche. Je me suis aperçu, assez jeune encore, et en dépit de mes études dans ce domaine, j'ai compris que la philosophie ne me servirait jamais à rien. Et mes études d'esthétique m'ont fait comprendre que ce n'était pas par l'esthétique, je veux dire celle qu'on enseigne aujourd'hui, ou depuis la fin de la guerre, que je risquais de comprendre quoi que ce soit. Et donc j'ai décidé de chercher par moi-même, et mes études de physique m'ont permis de mettre au point une méthode scientifique pour faire cette découverte. Et après tout, c'est bien normal, l'objet d'art, en l'occurrence Versailles, est bien un objet. Et donc j'ai voulu l'examiner comme un objet et non pas à travers un Fredo, Marxo, Sartre, je ne sais quoi, qui ne m'a enseigné que des sottises. Donc il y a cet exposé là de la méthode que j'ai mise en œuvre. Mais ensuite, je ne peux pas, et vous me pardonnerez Serge Beketch, je ne peux pas accepter le mot lecture. Parce que lorsqu'on parle de lecture à propos d'une œuvre d'art, immédiatement on pense à lecture brechtienne. Et c'est-à-dire jeter le regard que l'on veut sur une œuvre pour lui faire dire ce que l'on veut. Ah, c'est pas du tout dans ce sens-là que j'entendais, je sais bien, évidemment. Mais je ne voulais pas laisser passer le coche. Et donc, il n'était pas question pour moi de dire je vais faire une lecture althussérienne du domaine de Versailles. Je veux dire que, ayant mis au point cette méthode pour comprendre le code, je préfère le mot décryptage. Et donc j'ai décrypté ce code, et avec ce code, j'ai décrypté Versailles.
Ce faisant, je me suis trouvé confronté à une donnée de la civilisation mondiale qui jusque-là m'avait assez particulièrement échappé, qui était le symbole. Et symbole qui m'est apparu assez rapidement dans toute sa puissance et dans toute sa force. Or, aujourd'hui, on voit que les symboles sont utilisés soit par des sectes qui les détournent, qui veulent en faire des objets secrets à leur usage personnel pour se reconnaître entre eux, ou bien par des rêves sectes qui très gentiment utilisent les symboles pour se mettre à planer certainement entre deux pilules d'ecstasy et croire que c'est ainsi qu'on parvient à la connaissance du cosmos. Et paradoxalement, ce sont ceux qui sont nos plus proches amis dans notre pensée qui combattent l'idée de symbole, parce que on s'est bien chargé depuis bien longtemps de leur remplir le cerveau de l'idée que c'est soit sectaire, soit stupide. Soit agnostique. Mais ça, c'est la nouvelle version de la querelle des iconoclastes. Hein. C'est exactement dans la profondeur de la querelle des iconoclastes. Entrer dans cette idée de ce qu'est la volonté de l'iconoclaste, ou au contraire, la volonté de l'iconophile. C'est se poser des questions très profondes sur ce qu'est la nature au sens profond et non pas au sens rousseauiste du terme, et ce qu'est l'homme. Une religion qui cultive la représentation, l'icône, montre bien qu'elle veut inscrire l'image qu'elle se fait de l'homme dans l'idée de représentation. C'est la différence fondamentale entre l'islam et le christianisme. L'islam, c'est la religion du désert. Le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Et c'est la raison pour laquelle l'image est intrinsèquement liée à toute la culture chrétienne. C'est parce qu'on est la religion de l'incarnation, alors que les autres religions, que ce soit le judaïsme, l'islam ou même le protestantisme, qui est assez éloigné de... La dernière querelle des icônes, c'est bien avec Calvin qui disait ce sont les idiots qui ont besoin d'images. Et d'ailleurs, il le prouvait, si je puis dire, en détruisant tout ce qui était représentation dans la bonne ville de Genève. Comme les talibans... Comme l'État quoi ? L'État Liban détruisent les Bouddhas. Oui, c'est la même chose. Il y a une volonté, c'est une vision avilissante au bout du compte pour l'homme. Il y a une erreur quand on dit. Mais je vous ferai remarquer que c'est toujours le cas, parce que je sais que je vais faire hurler en disant ça. Mais si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, la destruction du Mandarom, c'est exactement la même chose que la destruction des Bouddhas en Afghanistan. Ça procède exactement du même mécanisme mental. C'est-à-dire que les talibans ont décidé que les Bouddhas étaient des abominations et des horreurs. Ils les ont détruits, alors que les bouddhistes trouvaient que c'était des splendeurs esthétiques. Mais et nos fonctionnaires des sites ont décidé que la statue du Mandarom était une horreur. Mais les adorateurs du Mandarom, ils trouvaient que c'était splendide. Et donc, là, c'est vraiment un acte iconoclaste. On a décidé que les gens du Mandarom étaient une secte, ce qui est probable. On a décidé que cette statue était hideuse, ce qui est esthétiquement évident. Mais l'argument, le résultat final, c'est qu'on a détruit un instrument de culte. Et que quand on commence comme ça, demain, si un chien coiffé décide que nos cathédrales sont des horreurs, eh bien, on rasera nos cathédrales. Oui, et quand je dis un chien coiffé, je sais de quoi je parle. On dit un chien coiffé. Voilà. Et il y a cette chose, effectivement, là, dans la destruction, qui est claire et nette, d'autant plus que si le Mandarom était indiscutablement une secte, ce qu'il y a de dommage, c'est de savoir que c'est une secte qui décide qui est secte et qui ne l'est pas. Oui, accessoirement. Mais cette histoire très importante de l'image, Dieu fait l'homme à son image, est complètement détournée. On n'a pas dit pour autant que Dieu avait 2 yeux, un nez et une bouche. Dieu a fait l'homme à son image, comme on dit que la maison de quelqu'un est à son image. C'est-à-dire que Dieu a fait l'homme selon son projet.
Et évidemment, on joue sur ce terme pour faire des images. Cette image qui représente, c'est-à-dire qui rend présent. Et l'image sainte, pieuse, qu'elle soit catholique, aztèque, bouddhiste, cette image rend présent. Et c'est cette présence qui est insupportable à ceux qui ne veulent pas, en fait, que la divinité, même si pour moi Dieu est Yahvé, mais je dis la divinité en général, que la divinité, dans la pensée, dans les religions en général, soit présente dans leur vie. Or, oui, d'ailleurs, il y a un paradoxe, parce que si ça les préoccupe autant, les images... C'est certainement qu'ils ont raison. C'est que... donc c'est bien ce qu'ils prétendent que ça n'est pas. Non, mais exactement, mais c'est comme les gens qui demandent qu'on fasse taire les cloches dans les villages. Voilà. On sait bien que les cloches servent à éloigner le diable. Ouais. C'est comme Charras qui rentre pas dans les églises pour les enterrements de ses amis. Alors, quand on lui dit pourquoi vous n'entrez pas dans une église, il dit parce que j'y crois pas. Alors s'il croit pas, que ça peut lui foutre de rentrer dans une église. Mais non, il veut pas rentrer. Non, mais c'est une vision marxiste. Moi, je suis pas superstitieux parce que ça porte malheur. Je veux dire, je n'y crois pas, donc l'existe ne doit pas exister. C'est rigolo. Il y a cette chose étonnante. Si on veut faire, alors ça, ce genre de conversation, on peut l'avoir avec vous en direct. On n'est pas obligé de passer par Radio Courtoisie. On peut. Moi, j'aime bien passer par Radio Courtoisie. Oui, ça vous permet de parler à un peu plus de monde, mais on peut aussi vous accompagner parce que vous consentez à faire des visites. Je fais toujours des visites dans tout petit nombre. Bon, je ne voulais pas dépasser 25 personnes et puis je me suis aperçu qu'à 50 ça marchait très bien. Ah bon? Oui. Sérieusement, oui. Personne vous interrompt, la personne n'ose parler. Non. C'est ça. Ah non, mais m'interrompre moi? Oui. Non, mais comme vous l'avez constaté, j'aime bien qu'on m'interrompe. Donc, est-ce qu'il faut lire le livre avant de visiter ou après? Là, voilà, un conseil précis. Un conseil précis, eh bien, il vaut mieux de toute façon lire le livre, mais si avant et après. Si on fait la visite, je crois que la question ne se pose plus, parce qu'ayant fait la visite, on a très envie de lire le livre. Ah oui, c'est ça. Mais on peut le lire avant. Moi, je trouve que c'est bien de le lire avant, parce que d'abord, ça permet de vérifier si vous croyez vraiment ce que vous écrivez. Si vous savez ce qu'il y a dans le livre, parce que vous savez que j'ai reçu, moi, dans cette émission, des gens qui venaient de parler de bouquins. C'était d'ailleurs dramatique, parce que j'avais pas lu le livre. Je les invitais pas. Et eux non plus. Et eux non plus. Ils l'avaient signé, mais ils l'avaient pas lu. Ce qui rendait la conversation quand même un peu étrange. Enfin, par exemple, la personne en question, quelqu'un lui dit, mais vous citez telle personne dans votre... Je donne pas de détails, mais je voudrais pas qu'ils se reconnaissent. Ça serait vexant. Vous citez tel auteur dans votre livre. Il dit, non, pas du tout. Et il était cité 10 fois, l'auteur en question. Donc c'était là vraiment... Donc voilà. Alors, ce livre, on l'a pas cité encore, il s'appelle Versailles, Desjardins vers ailleurs. On en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Ici, oui. Le Testament secret de Louis XIV. Et alors... C'est chez qui? C'est chez AMDG. Albert Marie Durand-Grandin. Non, ce qui veut dire Ad Majorem Dei Gloriam. Voilà. C'était la devise de Jésus. Une petite armoire en fer. Avec l'adresse, c'est 4 rue Salomon Reinach, ou Renache, 78 100 Saint-Germain-en-Laye. Et le prix du livre, il faut le donner parce que... on peut me commander directement à MDG en envoyant un chèque. Alors MDG, l'adresse c'est 4 rue Salomon-Renac, 78 100 Saint-Germain-en-Laye. Et vous envoyez un chèque de... Alors le livre coûte 230 francs, frais de port inclus. Je me permets de rappeler que les frais de port sont forcément inclus. Ils sont franco, voilà, encore. Franco, ah oui. Et les visites, alors vous les faites quand? On va voir ça tout de suite. Je sais pas, on va demander à Vincent, mais je crois qu'il veut dire quelque chose à propos du général. Non, vous ne vouliez pas évoquer la personnalité du général Franco? Oh, ça, je le ferai très volontiers, mais non, simplement, je pensais à cette chose triste qui est, nous allons perdre notre liberté en perdant le franc qui nous libérait pour aller vers l'euro qui n'a pas de sens. Et je me demande si ceux qui ont inventé ce mot de euro ont simplement cru que le franc s'appelait franc parce que c'était la devise des Français. Oui, j'en suis sûr. Je crois que leur inculture doit aller jusque-là. Et alors maintenant, ils appellent ça l'euro, ce qui en grec veut dire l'urine.
Voilà, mais comme ça... On voit le progrès. Mais à propos, je signale, je vais encore me faire un peu de réclame, dans le prochain numéro du Libre Journal, vous allez découvrir un article à peine croyable, et je vous jure que c'est la vérité. À l'heure actuelle, et j'en apporte la preuve par les textes, n'importe qui peut, sans courir aucun risque légal, fabriquer des faux euros. Parce que dans le foisonnement de textes qui ont accompagné l'érection de l'euro en monnaie unique, ils ont tout simplement oublié d'interdire la fabrication des faux euros. Et alors maintenant, c'est la panique totale, c'est-à-dire que le Sénat vient d'être appelé d'urgence à voter un texte parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient oublié ça, et que donc n'importe qui pouvait faire des faux euros et on ne pouvait absolument pas le traîner devant les tribunaux. Et je vous recommande la lecture de cet article qui est tout à fait intéressant. Et de ne pas céder à la tentation ouverte par ce vide juridique. C'est quand même compliqué. Hein. Il faut vraiment des appareils sophistiqués, comme on dit maintenant. Vous aimez bien le mot sophistiqué? J'aimais beaucoup le mot sophistiqué. Quand on disait d'une jeune fille qu'elle était sophistiquée, j'aimais beaucoup, mais peut-être d'une machine qu'elle est sophistiquée. Mais pas d'un billet, non? D'un billet, même chose. Je pense qu'il s'agit d'un abus de langage prouvant une vacuité intellectuelle. Alors, ces visites, vous avez des dates à proposer? J'ai des dates. Sinon, vous pouvez proposer des fraises ou des cerises ou des bananes, mais des dates, ça plaît aussi beaucoup. Les dates, ça plaît aussi beaucoup, mais je m'aperçois que mon papier a disparu. Non, il est là. C'est moi qui l'ai. Voilà, donc j'invite à me joindre. Non, mais je dois en avoir un autre. Voilà, alors il faut dire quand même de quoi il s'agit. Il s'agit donc de s'inscrire pour faire cette visite dans les jardins de Versailles. Et c'est une visite qui est assez structurée, disons-le, puisqu'on se retrouve à 11h15 près du Grand Canal, avec le pique-nique dans le coffre de la voiture. Et donc si vous n'avez pas de voiture, vous restez chez vous. Vous pouvez venir avec votre petit chariot. Ou votre sabre-tâche. Oui. Et là, on fait cette visite selon les trajets de Louis XIV. Donc on fait une visite à pied, hein, la visite, c'est pas en voiture. À pied, ni à cheval, elle est à pied. On fait donc une première partie de cette visite qui nous mène sur les chemins de l'humanisme et le premier parcours de l'honnête homme. Et puis là, on se retrouve près du Grand Canal où enfin on peut manger et boire. Enfin une chose intéressante. Et ensuite, on part à nouveau faire les 2e et 3e chemins de l'honnête homme et on termine, selon mon plan, à 4h de l'après-midi, selon la réalité des gens qui m'ont accompagné à ce jour et qui posent beaucoup de questions, vers 5h. Voilà, donc il y a quelques dates. Et là, on va prendre le train ou sa voiture et on rentre à Paris et on rêve. Et donc, on rêve RE, accent circonflexe, VE. Voilà. Donc, il y a des dates qui sont proposées, qui sont en juin, samedi 16 et dimanche 17, c'est sursaturé, donc cette date n'existe plus. Samedi 14 juillet... C'est juste pour dire, non, vous ne pourrez pas venir là. Oui. 14. Samedi 14 et dimanche 22 juillet. Ah, le 14 juillet, c'est le jour de jamais. De tout temps, j'ai toujours fait un pèlerinage dans les jardins de Versailles le 14 juillet, non pas pour la raison à laquelle vous pensez dans votre esprit pervers, mais parce que vous savez, bonnet, en plus. Le 14 juillet 1689, c'est le jour où Marguerite Marie Alacoque a reçu le refus signé du Père Lachaise de faire graver le Sacré-Cœur sur les arbres de France. 100 ans plus tard, la facture. Proposition qui n'est jamais parvenue aux oreilles de Louis XIV. Et donc ceci se passait le 14 juillet 1689. Le Père Lachaise qui était un... Mais par la faute du... Qui était un jésuite. Qui était un jésuite. Décidément, c'est la faute... Tiens, voilà Adeline qui arrive. Donc nous ne serons pas dans une soirée sans Adeline. Non, mais il veut dire que le Père Lachaise... Il faut bien dire qu'à cette époque, la Compagnie de Jésus était déjà assez divisée et qu'il y avait d'un côté ce qu'on peut appeler les mystiques, qui ne rêvaient que d'une chose, c'est d'aller se faire manger vivant après s'être fait un peu rôti par les Iroquois et les Hurons. En général, les Iroquois, parce que les Hurons étaient théoriquement les alliés des Français. Étaient plutôt végétariens. Non, étaient plutôt les alliés des Français, ils mangeaient plutôt de l'anglais. Et on leur laisse. Ils n'étaient pas dégoûtés. Non, ils n'étaient pas. Non, bon. Et alors, les fervents voulaient fonder la Nouvelle-France.
Et puis les autres, eh bien, ils traficotaient à la cour et ils imaginaient des réconciliations formidables. Et il y a une bonne étude qui a été faite par le professeur de Vigry qui montre que dans les récits de ces jésuites modernes, on passe beaucoup de pages à défendre le Dieu unique, mais on expédie le Dieu trinitaire en quelques lignes, juste ce qu'il faut pour rester catholique, mais qu'on va pas non plus passer son temps à des dogmes aussi compliqués. Il faut éviter de lancer, Eric, sur les jésuites, parce qu'en général, ça excite sa verve. Il y a une très belle histoire à propos de la Compagnie de Jésus, non? Vous vous rappelez de cette blague? Non, il y en a tellement, non? Il y en a quand même quelques-unes. Enfin, elle est désagréable pour les jésuites. Mais cela dit, les jésuites, au bout du compte, ce qui est très important à dire, c'est ce que vous connaissez l'expression romaine, quand même. Quand il y a un blanc, quand il y a un silence, ce qui n'arrive jamais dans vos émissions, à Rome, au lieu de dire un ange passe, on dit un jésuite entre au ciel. Mérite d'être remarqué, bien sûr. Non, mais les jésuites, c'est infiniment composé. Alors donc, je vais dire quand même, il y en a d'autres après. Il y a le dimanche 26 août et les dimanches 9 et 23 septembre. Et le mieux, c'est de décrire à l'adresse que je vous ai donnée. Je répète, AMDG, 4 rue Salomon Reynard, 78 100 Saint-Germain-en-Laye. Et on participe aux frais. Et les frais, alors attendez, oui. Vous nous dites les frais? Pour ce genre de choses, je préfère vous faire confiance. 130 francs par personne, plus 28 francs de droit d'entrée dans les jardins, les dimanches des grandes eaux. Alors, inscription par courrier uniquement et par chèque à l'ordre de AMDG. Voilà. On publiera, je vais publier ça dans le Libre Journal, d'ailleurs, les dates. Parce qu'après tout, ça simplifiera le choix des auditeurs. J'ai 2 petits messages. Alors, le père d'une amie épuisée, après un infarctus, a récupéré rapidement en allant tous les jours dans le parc de Versailles. Personnellement, j'ai repéré un endroit précis où l'on ressent des vibrations. J'y emmène des gens fatigués psychiquement et qui se trouvent réénergisés. C'est un emplacement circulaire et on est attiré vers le centre comme par un aimant. Eh bien, tant mieux pour ce monsieur, mais cette dame, mais je ne participe pas à ce genre de magie. Et une question, les arbres qui ont été replantés ne sont-ils pas trop proches les uns des autres, notamment le long des allées? Alors, en ce qui concerne cela, les arbres sont plantés par des gens hautement professionnels et je n'ai vraiment rien à dire. En revanche, on s'obstine à planter des arbres dans l'allée royale, sur le tapis vert, dans un endroit où il n'y a jamais eu d'arbre du temps de Louis XIV. Et cette plantation est d'autant plus pénible que elle masque en partie les statues du temps de Louis XIV. Les statues étaient placées à une toise, c'est-à-dire à 1,91 m, devant ces grands... comment appelle-t-on cette plante? Un rideau de verdure. Un grand rideau de verdure taillé très droit et qui montait à 12 mètres de haut. Et les statues étaient une toise devant, ce qui fait qu'elles étaient infiniment présentes dans l'allée. Aujourd'hui, pour des soucis romantiques pervers, sans doute, on les masque de verdure, ou bien peut-être est-ce que pour habiller leur nudité qui choque certains fonctionnaires, mais enfin, toujours est-il que... Certains ayatollahs. Pas des ayatollahs, ça va être ça. Je suis scandalisé qu'on s'obstine à mettre ces arbres-là qui empêchent ces statues de s'exprimer correctement. Merci Vincent. Alors, je rappelle... Avez-vous vu l'horrible timbre édité par la Poste française qui représente les jardins de Versailles dans le style des colonnes de Buren? 4,40 francs. Le juge d'application des peines m'a épargné cette vision. Dans les bois de Viroflay près de Versailles, il y a des séances bizarres à côté du cimetière. Et à ce propos, quelqu'un nous dit, un auditeur nous signale l'excellent article de Daniel de Beketch dans le Libre Journal de la France courtoise sur le satanisme. Ah, sur Halloween, oui, mais ça, on en parlera plus longuement dans une prochaine émission. Vous rappelez l'adresse de Ad Majorem Dei Gloriam AMDG? 4 rue Salomon Reynard, REINACH, 78 100 Saint-Germain-en-Laye. Voilà, ça c'est pour connaître les dates des visites. Madame Albéric de la Forêt d'Yvonne, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Nous sommes en direct à l'antenne et je vous ai demandé de nous appeler pour nous dire où en est votre projet très avancé de cercle légitimiste Bonchamp. Oui, écoutez, vous êtes bien aimable de me redonner l'antenne. Alors, je voulais vous confirmer que
nous sommes en train de rédiger les statuts de l'association Charles de Bonchamp, un cercle d'études historiques légitimistes. Et la prochaine réunion aura lieu le 16 juin autour du livre du professeur de la Sorbonne, Claude Rousseau, sur son livre Les illusions républicaines. Donc la prochaine réunion aura lieu le 16 juin à 16h près de l'Étoile. Oui. Donc je vous redonne mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent s'inscrire. C'est le 06 64 91 05 98. Il faut me téléphoner uniquement qu'à partir de dimanche prochain. Entendu. Et si on veut vous écrire, en attendant que vous ayez une adresse... Le monsieur de Beckett veut bien que jusqu'au 10 septembre à peu près, vous m'adressiez le courrier à son journal qui s'appelle Le Libre Journal de Serge de Beckett, 4 places François Litz dans le 10e. J'aime bien le François. Donc, parce que c'est comme ça qu'on doit dire normalement. Je passerai de temps en temps chercher mon courrier et je répondrai personnellement à chacune de vos lettres. Voilà. Merci, Madame Albéric de la Forêt d'Yvonne. Je crois que nous sommes maintenant au bout du temps qui nous est imparti. Je vais comme ça pouvoir avoir le plaisir de voler 20 minutes à Daniel Amiche pour renouer avec une tradition, hélas, fâcheusement oubliée. Bien, on va continuer, donc, comme je l'ai dit, pour voler des minutes à Daniel Amiche. Le docteur Dor est là, je lui donnerai la parole tout à l'heure, comme ça il fera la liaison avec Daniel, il se mettra du lien. Daniel ne pourra pas m'en vouloir d'avoir donné la parole au docteur, donc ça ira bien. Et avant, je donnerai la parole à monsieur Charousset pour présenter l'association Aventure et Tradition qui emmène des enfants à l'aventure dans le respect de la tradition. Mais il y a des messages que vous voulez peut-être lire, Victoria. Oui, une auditrice nous demande si vous pouvez nous donner des nouvelles du docteur Plantet, pour qui vous nous avez demandé une pensée amicale il y a quelques semaines. Oui, j'avais demandé non seulement une pensée amicale, mais des prières. Et le docteur Plantet va mieux. Il est en train de se reposer. Et je pense qu'il va revenir, reprendre ses activités avant, je crois, aux alentours du 20 juin, me semble-t-il. Et il prépare une intervention dans cette émission. Il sera réinvité prochainement pour parler des sujets qui vous passionnent Très bien. Dans lesquels il est si brillant. Et puis, félicitations pour votre émission de la semaine dernière sur fascisme et catholicisme. Quand réinviterez-vous Monsieur Joseph Merel ? Alors, Joseph Merel, c'est l'auteur de Fascisme et monarchie. C'est un livre qui est paru il y a très peu de temps, qui est un livre extraordinaire, tout à fait passionnant, tout à fait original, nouveau et d'une lecture ardue, mais pas lourde, parce que ce sont des petits chapitres très courts et très, très bien fabriqués. Je ne sais pas quand je recevrai encore Joseph Merel. Ce que je peux dire, c'est que la dernière fois, ça m'a valu quand même de perdre un abonné du Libre Journal qui m'a téléphoné le lendemain en me disant « Vous avez reçu un fasciste et un nazi, et donc je me désabonne de votre journal. » Alors, j'ai réécouté l'émission. Je dois dire que, je sais pas, c'est comme si ce soir on me disait à propos de Lebec que j'ai reçu un adepte des sabbats. Je crois que c'est pas parce que les gens parlent de certains sujets qui sont forcément qu'ils adhèrent au sujet qu'ils traitent. Enfin, il faudrait quand même faire un peu la différence entre l'auteur, le sujet de son œuvre, la façon de traiter cette œuvre. Ça me fait penser, ce genre de réaction, à ces flics qui, quand ils arrêtent Roger Hanin en voiture, lui disent « Oh, pardon, commissaire ». Il faut savoir que Roger Hanin n'est pas commissaire, c'est un gros comédien qui joue le rôle d'un gros commissaire. Et il ne faut pas tout mélanger, voilà. Donc, un auteur n'est pas forcément fasciste parce qu'il écrit un livre sur le fascisme. Ça me paraît lumineux, mais apparemment, certains ne comprennent pas très bien. Qu'est-ce que je vous dis ? Et puis alors, j'ai une grande bonne nouvelle, c'est que le père Argouache a, semble-t-il, conclu les démarches d'acquisition de la propriété bretonne, du petit village breton. Et je pense qu'on pourra vous donner des informations très rapidement, de bonnes informations. Voilà, et il va falloir maintenant faire, vous savez quoi, docteur, comme d'habitude. Mais bien entendu. La main à la poche. Ça, c'est une... on s'en sort il y a pas. 2 jours.
Il est magnifique. Il était à... Il était au pèlerinage. Au pèlerinage, bien sûr. Il est arrivé, il était comme un lumignon, mais alors il est arrivé à la maison, il était rouge comme une pivoine. Et vous savez que, entre nous, je vous dirai à personne, mais il est fou, cet homme-là. Il a fait le pèlerinage. Il fallait qu'il soit dimanche matin pour la messe à Riaumont. Donc il est parti, il a fait la veillée du pèlerinage, le samedi soir. Ensuite, il a pris sa voiture, il est allé à Riaumont. Il est arrivé à Riaumont à 3h du matin. Il a dormi 2 heures. Il s'est levé, il a fait la messe. Il a repris la voiture, il est venu finir le pèlerinage. Je savais pas. Je lui dis... Parce que j'ai vu avant et après. Et je lui dis, mais je sais pas comment on fait. Il va... je sais pas, il doit avoir 12 anges gardiens qu'il porte. C'est vraiment un personnage. Je me permets de le dire parce qu'il est pas là. Autrement, il m'en voudrait. Mais c'est incroyable. Et disponible.